Vendredi 4 août 2023, mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue au rendez-vous de l'actualité sur ESAE TV. Voici le sommaire. Le Bénin est officiellement et formellement opposé au coup d'État au Niger et est prêt à contribuer par tous les moyens au retour à l'ordre constitutionnel. C'est l'essentiel à retenir de la conférence de presse animée par le ministre des Affaires étrangères et le porte-parole du gouvernement ce vendredi 4 août 2023 à Cotonou. Le point de la conférence de presse dans cette édition. La Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme CRIET a condamné ce jeudi 3 août 2023 18 cybercriminels à 5 ans et 7 ans de prison ferme. Ces différentes peines de condamnation interviennent dans le cadre de plusieurs dossiers de prévenus poursuivis pour les faits de cybercriminalité. Plus de détails dans ce 19h. La délégation de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO, dépêchée jeudi à Niamey, a écourté son séjour. Les émissaires du président en exercice de la CEDEAO n'ont pu rencontrer ni le général Tchiani ni le président déchu, Mohamed Bazoum. Échec d'un retour à l'ordre constitutionnel par le dialogue. Des précisions dans un instant. L'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE offre de nouveaux challenges pour l'année universitaire 2023-2024. Étudiantes et étudiants, parents d'élèves nouveaux bacheliers, ESAE, c'est la garantie d'une formation de qualité à des conditions très avantageuses. À Gbedjromede, à Kpakpa, à Boumekalavi et Parakou, inscrivez-vous en administration générale, administration du travail et de la sécurité sociale, trésor et finances publiques, impôts, diplomatie et relations internationales, journalisme et métiers de l'audiovisuel, gestion des marchés publics, planification et développement local, sciences économiques, sciences juridiques et toutes les filières des sciences de gestion. ESAE vous offre des bourses, demi-bourses et de réductions pour les premières inscriptions dans toutes ces filières. Waouh! En licence 1, 2 et 3 et en master, bénéficiez jusqu'à 50% de réduction sur tous nos sites. N'est-ce pas génial? Infoline. ESAE Gbedjromede, 3e rue à droite en quittant le carrefour Le Jador pour la BIBE Jéricho ou au plus 229 90 93 65 21 98 98 14 00 à Kpakpa au plus 229 52 88 33 33 à Boumekalavi au plus 229 52 88 44 44 Parakou au plus 229 52 46 12 12. ESAE, l'excellence à un nom. À nouveau bonsoir et bienvenue si vous nous rejoignez. Le ministre des Affaires étrangères Olusegun Ajadi Bakari et le porte-parole du gouvernement Wilfried Léandre Rungbeji ont animé une conférence de presse ce vendredi 4 août 2023 à Cotonou. Au terme des échanges, au menu des échanges, la situation actuelle au Niger. Devant un parterre de professionnels des médias, les membres du gouvernement ont répondu à un certain nombre de questions. Le gouvernement a fait savoir que le Bénin est officiellement et formellement opposé au coup d'État au Niger et est prêt à contribuer par tous les moyens au retour à l'ordre constitutionnel. À ce propos, je vous invite à suivre le point de la conférence de presse. Le Bénin fait partie de la CEDEAO depuis la création et les décisions qui sont prises au niveau de la CEDEAO sont des décisions qui engagent également le Bénin. Donc si demain, pour quelque raison que ce soit, la CEDEAO décidait d'engager une action particulière, le Bénin serait solidaire de ce que la CEDEAO ferait. Donc là-dessus, je pense que notre position a été claire et sans équivoque en fait jusqu'à présent. Elle restera la même. Nous sommes et nous souscrivons entièrement aux actions diplomatiques qui sont en cours et qui restent la solution privilégiée par tous pour l'instant. Mais si demain, pour quelque raison que ce soit, quelque action que ferait la CEDEAO, le Bénin s'inscrirait entièrement en fait dans cette action en tant que membre de la CEDEAO. En ce qui concerne la situation et les régimes militaires, nous, notre conviction au niveau du Bénin, et cela tient aussi de notre histoire depuis 1990. Nous croyons dans le fait que
le pouvoir se transmet par les urnes et ne se situe pas au bout d'une baïonnette. C'est important parce que c'est de cette manière-là qu'on assure en fait un développement. Nous croyons dans le fait que le développement ne peut se faire que s'il y a une forme de stabilité politique. Et que ce dont nos populations ont besoin aujourd'hui, c'est d'une stabilité politique qui permette de réduire la pauvreté, qui permette de faire en sorte que chaque citoyen de la zone CEDEAO puisse voir ses conditions de vie s'améliorer. Et nous croyons que ça marche. On arrive à cela parce qu'on a des régimes qui sont des régimes démocratiques, des régimes démocratiquement élus, qui est une transmission démocratique du pouvoir. C'est très important. Et on ne peut pas considérer qu'en fait ce soit seulement dans notre sous-région qu'il y ait des tentatives de prise de pouvoir par les armes. Ce n'est pas une chose acceptable, ce n'est pas une chose bien même pour le développement de notre sous-région. Et je pense que ce qui concerne, le principal besoin de nos populations aujourd'hui a rapport en fait à l'amélioration de leurs conditions de vie. Et nous croyons que des régimes qui sont des régimes démocratiquement élus sont meilleurs pour l'amélioration des conditions de vie des populations. Je ne sais pas si monsieur le porte-parole... Je pourrais renchérir en disant qu'effectivement, le Bénin, c'est un exemple, sans aucun doute, mais tous les pays africains sont engagés de plus en plus dans les processus démocratiques. La démocratie, comme n'importe quel autre système, peut avoir ses imperfections, mais chaque acteur sociopolitique doit savoir rester dans son camp et faire ce qui relève de sa responsabilité. De l'évolution dans les pays où il y a des coups d'État depuis 2-3 ans pour voir qu'est-ce qui a fondamentalement changé en termes d'amélioration de la gouvernance, en termes d'amélioration de la qualité de vie des populations. Et puis, nous les Africains, on se déresponsabilise pour faire croire aux populations que la source de nos malheurs, c'est l'étranger. Moi, vous pouvez demander aux Béninois, nous avons commencé à faire beaucoup d'efforts, plus que par le passé. Depuis 2016, ça a été très dur au début pour nous tous, mais les Béninois voient très bien maintenant que quand on fait des efforts, ils produisent du résultat. À présent, je vous invite à suivre le porte-parole du gouvernement, Wilfried Léandre Rumbedji, sur la relation entre le Bénin et le Nigeria. Les relations décomplexées dont je parlais tout à l'heure se font aussi à l'égard des pays voisins, y compris le Nigeria. Et vous avez vu avec quel enthousiasme, avec quel faste le président nigérien et sa délégation, y compris même l'homme d'affaires Aliko Dangote, arrivent ici et sont à leur aise. C'est une bonne chose et nous allons travailler à entretenir cette relation. Cela n'a pas un coût direct avec l'augmentation des prix de carburant. Ça, vous le savez que c'est dicté par la conjoncture internationale. Il y a des normes pour apprécier et ajuster les prix. Et nous avons mis beaucoup en subvention sur ces produits, notamment depuis la guerre en Ukraine. Et je peux vous dire, aujourd'hui encore, quand bien même le prix de l'essence est passé à 680 francs depuis le premier contre 650 avant, nous sommes encore autour de 40 francs de subvention sur le litre d'essence. Autrement, on serait au-delà de 700 francs déjà. Et puis enfin, par rapport à la CEDEAO, vous-même vous l'avez évoqué, donc la CEDEAO ne reste plus insensible à la question des troisièmes mandats. Vous l'avez dit vous-même, puisqu'une décision a été prise pour agir sur les tests. Et à la réunion d'avant Abuja, ou c'était même à Abuja, le président Tinubu, il a été évoqué la mise en place d'une force d'interposition, la promotion de la démocratie, donc plus de tolérance pour les troisièmes mandats, autant qu'il n'y aura pas de tolérance pour les coups d'État. Un coup d'État, c'est un coup d'État. Maintenant, vous dites, les peuples, les populations, regardez nos États. Et on a commencé à répondre tout à l'heure. Plusieurs micro-nationalités à l'intérieur de la nation que nous entendons tous bâtir. Combien d'oppositions avez-vous vu en Afrique, après une élection, reconnaître avec fair play sa défaite et commencer à préparer les prochaines élections? Même quand on a perdu, on fait croire que c'est parce que le vainqueur a volé. Dans ces conditions, si
quelqu'un est malin parce qu'il a la force et il dégage un autre qui est là, vous aurez toujours des gens dans la rue pour applaudir et apprécier. Qu'ils soient insatisfaits ou non de la gouvernance. C'est de l'ordre normal des choses. Et ce n'est pas un indicateur. Non, ça ne peut pas être vu comme un indicateur de popularité des acteurs ou de l'appréciation du push. Ce n'est pas un baromètre parce que vous connaissez très bien les œuvres de manipulation. Et ça, vous ne maîtrisez pas. Donc, ne considérez jamais que parce que les populations sont sorties dans les rues ici, elles étaient absolument contre les dirigeants qui étaient là. Elles étaient insatisfaites de leur gestion. Tous ceux qui sont là et qui peuvent accéder à des ressources peuvent vous mobiliser demain 10 000, 20 000, 30 000 personnes dans les rues. Oui ou non? Ben oui, donc il faut pousser l'analyse beaucoup plus loin. Le directeur général de la police républicaine, Soumaïla Yahya, a invité les personnels des unités de la police républicaine tels que CMI2, le CMI3 et les pelotons de surveillance et appui à se mettre en état d'alerte numéro 3 à compter du jeudi 3 août 2023. L'information a été rendue publique à travers un message radio adressé au Centre de prévention de la gestion des crises, au directeur de la sécurité publique et au commandement central des unités territoriales. La Société béninoise d'énergie électrique, SBEE, a désormais un nouveau directeur général. Il s'agit de Gabriel Degbeyi, désigné par le conseil d'administration de la société. Gabriel Degbeyi remplace ainsi Gérard Zagrodnik, ex-directeur de la SBEE. Depuis 2019, le gouvernement béninois a opté pour une gestion déléguée de la SBEE. C'est le groupe MHI entendait Manitoba Hydro International qui en a reçu pour un mandat de 4 ans. Le dit mandat prend fin cette année et sera donc poursuivi par Gabriel Degbeyi. On parle justice à présent. La Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme, CRIET, a condamné ce jeudi 3 août 2023 18 cybercriminels à 5 ans de prison pour certains et 7 ans de prison pour d'autres. Ces différentes peines de condamnation interviennent dans le cadre de plusieurs dossiers de prévenus poursuivis pour des faits de cybercriminalité. Dans les 15 dossiers qu'elle a examinés, la juridiction spéciale a reconnu 18 cybercriminels communément appelés Gaïman, coupables des faits qui leur sont reprochés. La Cour a alors prononcé à leur encontre des peines d'emprisonnement fermes. 11 cybercriminels ont été condamnés à 7 ans de prison, dont 5 fermes. Ils sont condamnés à payer également chacun 1 million de francs CFA d'amende. 2 condamnés, 2 prévenus ont pris 7 ans de prison ferme et 2 millions de francs CFA d'amende. 4 Nigérians poursuivis pour les mêmes faits ont écopé de 5 ans de prison assortis de sursis. Mais ils devront payer chacun une amende de 2 millions de francs CFA. La relaxe au bénéfice du doute a été prononcée au profit de 4 Gaïmans lors de cette audience. On parle toujours de justice. 2 jeunes hommes en quête de crâne humain pour des rituels ont ôté la vie à une femme. Le drame a eu lieu en début du mois d'août 2023 à Semekpodji dans le département de l'Ouémé. La victime a été égorgée par les 2 jeunes hommes. Selon les informations, la victime est la tante de l'un de ses bourreaux. Ce dernier estime que la victime est la cause de ses malheurs. De complicité avec l'un de ses amis, il parvient à lui ôter la vie. Les 2 jeunes, selon une source, seraient à la recherche de crânes humains pour des sacrifices. Les investigations menées par les forces de sécurité ont permis de les appréhender. Placés en détention provisoire, les mis en cause seront jugés très bientôt. Naître africain, sacrifice ou défi, c'est le titre de l'œuvre du jeune essayiste Ricardo Jansenin. Cette œuvre expose plusieurs nuances sur les défis à relever en tant qu'Africain. L'auteur nous en parle davantage sur son œuvre au micro de Anedo. Naître africain, sacrifice ou défi. À quelqu'un qui est totalement novice, je lui demanderais de se demander, par exemple, avant sa naissance, on lui demandait de choisir entre naître africain et puis naître américain, européen, ainsi de suite. Possiblement, la personne pourrait vouloir naître européen peut-être. Parce qu'en vrai, il y a beaucoup de problèmes, beaucoup de situations qui gangrènent le quotidien de l'Africain et qui handicapent souvent beaucoup de processus.
Et puis, donc, tous ces problèmes peuvent vous faire penser que c'est un sacrifice. Mais dans ce livre, j'ai beaucoup plus montré ce en quoi c'est beaucoup plus un défi. Un défi à relever et une responsabilité pour tout un chacun de nous. Ce livre, je l'ai rédigé comme on écrit tout thèse. Je l'ai écrit comme un essai dans un raisonnement beaucoup plus philosophique et scientifique. Pour le rappeler, je l'ai écrit en une semaine, même s'il m'a fallu 1 an pour le sortir. Ça fait au total 206 pages. Et puis pour commencer la rédaction, j'ai d'abord élaboré des questions auxquelles il fallait répondre. Déjà, il faut dire que j'avais l'idée depuis 2017. J'avais déjà une grille de questions auxquelles j'essayais de répondre, des hypothèses qu'il me fallait étayer avec le temps. Et puis lorsque j'avais décidé de m'enfermer pour rédiger ce test, j'avais déjà ces questions à ma disposition. Donc tout ce que j'avais à faire, c'est de répondre à ces questions, aller rechercher dans les documents, sur Internet, un peu partout, avec des personnes ressources, les informations dont j'avais besoin pour étayer mes arguments, pour mieux justifier mes hypothèses. L'objectif, en écrivant ce livre, c'est beaucoup plus ramener chacun à reprendre en main son destin, ramener chacun à comprendre au fait que le fait d'être africain n'est pas forcément une fatalité, encore moins un défi, encore moins un sacrifice, mais beaucoup plus un défi à relever. Donc le livre, en quelque sorte, c'est une réponse à une question. C'est la réponse à la question que je me suis posée, l'être africain, est-ce que c'est un sacrifice ou un défi? Il faut que je rappelle que l'inspiration du livre m'est venue de divers faits personnels que j'ai eu à vivre par le passé et tout. Et je me demandais à chaque fois, mais est-ce que le fait de naître africain, est-ce que c'était un sacrifice? Est-ce que c'était un problème? Après, je me suis rendu compte, mais non, c'est plutôt un défi. Donc, c'est un peu ce qui justifie un peu le titre de l'ouvrage. J'ai essayé d'aborder plusieurs domaines dans ce livre. J'ai abordé des domaines concrets, dans l'agriculture, la technologie africaine, le secteur du développement personnel, la capacité de tout un chacun de nous à pouvoir tirer profit de ses passions et tirer profit de ses talents. Comme problème que j'essaie de soulever justement, c'était le problème de manque de passion ou l'incapacité des uns et des autres à pouvoir tirer plein profit de leur talent. C'est-à-dire, par exemple, nous rencontrons en Afrique plein d'artistes, mais plein de professionnels spécialistes de divers domaines qui ont quand même du mal à mieux vivre ou bien à tirer plein profit de ce qu'ils savent faire. Donc dans ce livre, j'ai essayé de prendre des cas concrets et puis j'ai essayé de proposer des solutions en partant sur une logique que j'ai dénommée la logique du if this then that, c'est-à-dire la logique de cause à effet, en faisant comprendre que si nous faisons ceci, que nous aurons tel résultat. Donc que si les concernés posent telle action, ils auront tel résultat. Mon plus grand rêve pour ce livre est de le voir parcourir et puis surtout que les gens le lisent. Ça, c'est ma plus grande ambition. Pas seulement que les gens l'achètent, mais que les gens le lisent. Et que les gens découvrent ce qu'il y a vraiment dedans, qu'ils me fassent leur retour et surtout qu'ils comprennent que l'être africain n'est pas une fatalité, que ce n'est pas un sacrifice, mais c'est beaucoup plus une responsabilité et puis un défi. Société à présent, les mœurs désignent les usages et les habitudes de vie au sein d'un groupe social. La dépravation des mœurs désigne donc le fait de bafouer ces mœurs. À cet effet, une équipe de la rédaction de ESAE Télévision s'est rapprochée de quelques citoyens afin de s'enquérir des différentes causes liées à ce phénomène. Suivons-les au micro de Anedo. C'est mauvais, ce qui se passe aujourd'hui c'est mauvais. Je ne sais pas si c'est les films novelas ou bien c'est la modernité qui amène nos jeunes filles où ça ne va pas. Ça ne va pas. Il y a certaines filles même dans les églises, je ne sais pas pourquoi les pasteurs ne les chassent pas. Leurs habillements sont trop sexy, leur coiffure, tout, ça ne va pas. L'habillement des jeunes filles est très nul, ça il faut reconnaître ça. Et quelque part aussi je ne les condamne pas trop parce que l'éducation ne leur exige pas comment il faut s'habiller. Il y a des filles qui exagèrent parfois et puis d'autres. Bon, comme tout le monde n'a pas reçu les mêmes éducations, on peut baser sur le volet d'éducation. C'est en fait l'éducation que nos parents nous donnent. Si l'État peut nous aider à corriger ces choses-là, ça va aller. Sinon, quel est l'avenir réservé à ces enfants, à ces filles? Il faut porter des choses sexy pour se faire plaisir. Non. Il y a d'autres qui se sont habitués, qui ne savent même plus comment nouer les pains. Il y a d'autres qui ne savent même plus comment nouer les pains. On porte des jupes mini où on n'arrive même plus à s'asseoir. On n'arrive même plus à s'asseoir. Même les vieilles dames aussi les portent. En Afrique, on porte des pains. Mais je ne sais pas ce qui amène nos filles à porter de n'importe quoi. C'est des choses indésirables qu'elles portent.
Si c'est les films qui les amènent à se comporter comme ça, alors je leur dis de stopper. D'abord, si ça leur permet d'être épanouis, d'être contents et de se sentir à l'aise dedans, bon, je trouve que c'est une bonne chose. Mais ce qui est sûr, il y aura des répercussions sur ça parce que en s'habillant comme ça, d'autres filles vont perdre leur âme sœur, vont gâcher leur avenir parce que ce n'est pas tous les hommes qui aiment cette manière de s'habiller, ce n'est pas tous les hommes qui aiment la façon dont elles s'habillent aujourd'hui. Et dans les structures, dans les organisations, ce n'est pas aussi adapté qu'une femme s'habille de la sorte. Chacun est libre de faire ce qu'il veut. D'accord? Chacun est libre. Et tant que vous vous sentez, pour moi, tant que vous vous sentez à l'aise dans ce que vous faites, ça ne me pose aucun problème. C'est vraiment, ça arrive parfois que certains s'habillent tout nuit et nous pouvons leur demander simplement de revoir un peu parce qu'on a l'habitude de dire là où commence ma liberté, ça s'arrête celle de l'autre. Donc, ils peuvent comprendre que cela peut conduire certaines personnes à faire ce qu'ils ne devraient pas faire. Et là, c'est là on parle de viol et consorts, ce n'est pas bien. Ça peut inciter les gens à on appelle ça la dépravation des mœurs. Je l'annonçais au sommaire de cette édition, la délégation de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO, dépêchée jeudi à Niamey, a écourté son séjour. Les émissaires du président en exercice de la CEDEAO n'ont pu rencontrer ni le général Tchiani ni le président déchu, Mohamed Bazoum. Échec d'un retour à l'ordre constitutionnel par un dialogue. À peine entamé, les négociations de la mission de la CEDEAO n'ont pas prospéré. Le rendez-vous avec le chef de la junte, le général Tchiani et le président Bazoum ont été annulés. C'est à l'aéroport de Niamey que les émissaires d'Abuja ont été stoppés. Selon les informations, la mission de la CEDEAO s'est donc limitée à l'aéroport, puis se sont envolés au petit matin de ce vendredi 4 août 2023. La junte a dénoncé des accords militaires conclus avec la France et a retiré dans la foulée les ambassadeurs du Niger auprès de la France, du Nigeria, du Togo et des États-Unis. Parlons toujours de la situation actuelle au Niger aux mains des militaires qui ont traversé son régime depuis le 26 juillet dernier. Le président Mohamed Bazoum s'est exprimé dans une tribune publiée sur le site officiel de la présidence du Niger le jeudi 3 août 2023. Le président déchu dit être pris en otage par un coup d'État militaire et appelle les États-Unis au secours du peuple nigérien. À l'heure actuelle où nous avons besoin, j'appelle le gouvernement américain et toute la communauté internationale à nous aider à rétablir notre ordre constitutionnel, a-t-il écrit le président Mohamed Bazoum. Lutter pour nos valeurs communes, y compris le pluralisme démocratique et le respect de l'État, le droit, est le seul moyen de progresser durablement dans la lutte contre la pauvreté et le terrorisme. Le peuple nigérien n'oubliera jamais votre soutien en ce moment charnière de notre histoire, a-t-il écrit. Voilà, chers internautes, ainsi prend fin cette édition. Merci de l'avoir suivi, merci de votre attention. Excellent week-end à toutes et à tous.